Donc merci Violaine d'être présente aujourd'hui. On va parler ensemble donc de retrouver son pouvoir d'agir. J'ai bien spécifié que j'avais mis au travail, mais aujourd'hui on va donc tout englober comme tu l'as choisi. Donc on va retrouver son pouvoir d'agir de manière globale, de manière générale. Et avant de commencer cela, Violaine, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Volontiers. Violaine Capet, donc fondatrice de Cap sur Ikigai. J'accompagne les personnes qui s'interrogent sur le sens et l'avenir de leur vie professionnelle à trouver un projet qui serait plus en phase avec eux-mêmes, qui leur permettrait de se sentir à leur place, se sentir plus utile pour s'accomplir plus fortement. Génial. Voilà. En présentiel et en ligne? Alors, en présentiel et en ligne. Oui, j'habite sur le bassin d'Arcachon. J'ai la chance d'avoir un cabinet qui est pratiquement sur la plage, mais voilà, c'est pas une région qui a une forte population, donc j'interviens un peu partout en France, en ligne, et parfois même dans le monde. J'ai vraiment des personnes un petit peu partout. D'accord. Ok, génial. Merci Violaine. Donc on va passer directement au sujet du jour qui nous intéresse, retrouver son pouvoir d'agir. Alors justement, est-ce que ça signifierait que on a pas ou on n'a plus de liberté d'agir justement? Eh bien, effectivement, c'est ce que je ressens. En fait, ce sujet-là, il m'a été inspiré par mon expérience, puis le constat que je fais en accueillant les personnes que j'accompagne. En fait, ces personnes-là viennent me voir en disant qu'elles sont coincées, qu'elles se sentent piégées. Il ne s'agit pas de savoir si elles veulent partir ou elles veulent rester, alors de leur job ou dans un couple, ou voilà. C'est vraiment qu'elles ne peuvent pas. Elles se sentent empêchées d'agir. Je peux pas m'empêcher même si je les comprends intimement, mais l'idée c'est de faire le cheminement avec elles, de mettre ça en parallèle avec le paradoxe de notre société qui normalement, enfin en tout cas qui me semble être quand même plus tolérante et puis dans laquelle il y a plus de liberté que la société de nos grands-parents par exemple. Il y a moins de pression institutionnelle, il y a une morale qui est quand même moins présente. Il me semble que sur le plan des femmes, des différences, quand même, on a une écoute et une forme d'expression qui est quand même plus diverse, plus variée, plus plurielle. Et donc, arrive cet état de paradoxe de dire on a plus de liberté, mais finalement, c'est comme si on en jouissait moins. En tout cas, on n'arrive pas à la mettre en action. Donc, je vais être un tout petit peu longue sur cette première partie. Après, ce sera plus facile de dérouler. Je suis vraiment intéressée à ça et j'en ai même fait un stage parce qu'il me semble que c'est souvent très important pour commencer un cheminement parce que si on n'est pas bien, effectivement, l'idée, c'est de trouver un pouvoir d'agir. Les personnes que j'accompagne me disent Violaine, en fait, c'est presque illégitime ce que je viens te dire là. Enfin, j'ai une souffrance, mais j'ai presque honte d'en parler parce que finalement, dans ma vie, ça va plutôt bien. J'ai la chance d'avoir un couple qui fonctionne à peu près bien. J'ai eu la chance d'avoir des enfants. J'ai un job, à peu près correct. Bon, un CDI. Enfin voilà, normalement c'était le Graal. Mais voilà. Et souvent il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là parce que voilà cette sensation de déranger, d'être illégitime. Et vient ensuite vraiment ce qui vient être déposé, c'est en fait je vais te dire, il me manque l'essentiel. Il me manque l'essentiel. Et en dire manque l'essentiel. Quand on revient à l'essentiel, on revient à ce que ça veut dire l'essentiel. Donc ça vient du mot esse en latin qui veut dire être. Et en fait, il nous manque une partie de notre être. On est en train de faire une crise d'être. Donc là, je les rassure. Je dis, écoutez, s'il vous manque un bout de vous-même, c'est normal que vous soyez pas bien. Donc, soit sentez-vous légitime à parler, c'est important. C'est important, c'est important de le dire que c'est important. D'accord. Dans cette crise, alors il y a quelque chose de bien, c'est que s'il y a une crise, l'idée c'est qu'on va devoir la surmonter, on va devoir bouger quelque chose. On va passer donc d'un état où on vit, voire où on survit. J'ai beaucoup de personnes qui en fait sont dans la cage du petit hamster là, qui font bien ce qu'il faut, à une manière d'exister. Et ça. Ça a l'air rien. Enfin, peu de personnes font vraiment la différence entre vivre et exister. Mais là, on va passer à un autre niveau. Ensuite, elles me disent, ce que je ressens, c'est un espèce de tiraillement entre deux parties de moi. Il y a un moi, alors c'est très connu des psys depuis l'Antiquité. Enfin, Jung parlait du moi phénoménal et du moi transcendantal. Pour nos auditeurs, je vais essayer d'hyper vulgariser. En fait, il y a un moi intime qui va se conquérir.
Hein, c'est dans la mythologie grecque, c'est Ulysse qui part à la conquête de lui-même. C'est le deviens qui tu es de Nietzsche, c'est connais-toi toi-même de Socrate, c'est connais-toi toi-même que disait Dieu à Abraham. Enfin voilà, on sent que c'est une quête ontologique, elle a toujours existé en fait. Dès que l'humanité a existé, Ouais. et puis qu'on a pu penser, c'était là. Et ça, c'est en contradiction avec un moi social. Et là, celui-là, il ne se conquiert pas. Celui-là, on ne le décide pas. On ne décide pas dans quel monde on arrive, dans quelle famille on arrive, dans quelle société on arrive. Et donc, l'idée, là, c'est d'expliquer à nos enfants, voilà, quels sont les codes qu'il faut donc respecter, comment est-ce qu'on doit se conduire, qu'est-ce que c'est que la réussite, qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hyper intime et qui doit qui est une exhortation à aller chercher pour comprendre qui on est. Ouais. De l'autre, il y a quelque chose qui nous a imposé très fortement. Et en fait, ce que les personnes entendent en dissonance, c'est deux choses qui ne veulent pas dire la même chose. C'est-à-dire qu'elles me disent souvent, il y a la voix du cœur, puis il y a la voix de la raison. Et puis tout ça, c'est pas agréable parce que en fait, j'arrive pas à savoir qui écouter. Et ça fait tellement de bruit et ils sont tellement pas d'accord que mon mal-être, il est là. Du coup, je suis en paralysie. Forcément, si c'est tiraillé d'une même force dans un sens ou dans l'autre, effectivement, on n'arrive plus à bouger. L'intime, le moi intime, il est relié au cœur, vraiment. Il a besoin d'exister pour lui-même. Alors que le moi social, lui, son job, c'est de présenter les qualités nécessaires qui doivent être utiles au fonctionnement d'une société. Bon, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs, pas du tout. Donc, c'est déjà bien d'éclairer les personnes sur le fait que c'est légitime, c'est normal. Et voilà, effectivement, deux parties qui s'affrontent. Il y en a qui disent l'ange, le diable, il y en a qui disent le cœur, la raison, il y en a qui disent ce que je ressens hyper intimement, et puis ce qui m'est imposé par la société. À chaque fois qu'on parle de ça, on parle de la même chose, de cette fameuse dualité qui, du coup, nous paralyse dans l'action. D'accord. Et du coup, Violaine, comment cette contradiction ou finalement les effets de cette contradiction, ils se manifestent au quotidien? Eh bien, en fait, très, très souvent, enfin, dans la très grande majorité des cas, ce qui se passe, c'est que le moi social prend l'emprise sur le moi plus intime. Donc, on a une espèce d'atrophie du moi qui est effectivement en souffrance. Si les objectifs du moi social et du moi profond sont différents, les motivations aussi. C'est-à-dire que les motivations d'ailleurs, les méta-motivations du moi plus intime, c'est d'aller vers le beau, la vérité, la justice, l'accomplissement, la réalisation. On voit bien que ça peut faire un peu tâche dans le monde professionnel. C'est pas forcément ce à quoi ce pourquoi on est payé pour faire notre job. Donc ça ça monte et on sent que voilà, on n'arrive pas là-dessus à exister. Le moi social, lui, c'est la reconnaissance, le besoin d'appartenance et la sécurité. Donc là, on ressent bien ce qui fait qu'on n'arrive pas à bouger, c'est qu'effectivement, on a le CDI, on ne sait pas ce qui va se passer après, on ne bouge pas. Donc, à la fois, les objectifs sont différents, les motivations sont différentes. Donc, ce qui se passe, en tout cas, ce que je peux observer, puisque moi, je travaille vraiment dans le milieu du travail, la douleur au travail, c'est une forme d'épuisement par l'ennui ou l'épuisement par la quête de sens. Donc, c'est d'autant plus fort pour toutes les personnes qui sont HP, hypersensibles, phylocognitifs, etc. Parce que elles ont un hygiaphone au niveau des ressentis. Donc, cette quête du beau, de la justice, etc., ça leur fait mal. Cette réduction du moi leur fait vraiment mal. Et ils peuvent plonger dans une forme de dépression, en fait, parce que ce qu'ils viennent interroger après avoir une confiance en eux, une estime d'eux qui s'est vraiment réduite, c'est pas qu'est-ce que je fais là si je peux pas répondre à ce pourquoi je suis venue sur Terre. C'est sûr. Pour eux, c'est d'autant plus finalement, je sais même pas si c'est possible finalement pour quelqu'un de très sensible ou d'hypersensible de ne pas trouver de sens dans ce qu'il fait. Finalement, ça lui revient forcément au visage un jour ou l'autre, tu m'as dit. Tout à fait. D'accord. Alors pourquoi finalement cette thématique elle est plus présente encore dans notre société d'aujourd'hui? Écoute, pour être tout à fait honnête, c'est une question que je me suis posée et je suis encore en train d'en chercher les réponses parce que peut-être que une des réponses se situe dans le fait qu'on est quand même dans un siècle de la performance.
Et que cette performance s'est introduite vraiment partout, évidemment dans le monde du travail, dans le monde professionnel, mais aussi dans la sphère intime, dans la sphère sexuelle, dans toutes les sphères les plus intimes de l'être. J'ai même certaines personnes qui me disent, mais voilà, je me sens complètement décalée dans ce monde où finalement on est presque coté en bourse par les réseaux sociaux. Plus on fait de bruit, plus on est voilà, sous un beau jour. Donc, et en fait, cette performance, elle pourrait être orientée sur puisqu'il y a plus de liberté, sur un développement du moi plus fort, en fait, de notre singularité. Et en fait, ce que je remarque, j'en discutais avec une sociologue hier qui me disait avoir le même sentiment, même si ses travaux n'ont pas encore abouti, que en fait, tout ça, c'est plutôt traduit par une hyper-uniformisation plutôt que par une possibilité de l'être de prendre plus sa place. Ouais. C'est-à-dire que finalement, on a encore un poids social qui est beaucoup moins fort, mais finalement, il n'y a plus besoin. Je veux dire, avant, il y avait ces directeurs de conscience au niveau de l'Église ou au niveau de l'État ou au niveau des familles qui étaient extrêmement jugeantes. On n'en a même plus besoin parce que les personnes ont une autocensure et une autogestion de ce qu'il faut être en société. Donc oui, finalement, la singularité, elle est peu présente. L'originalité, encore moins. Finalement, notre société n'est absolument pas propice au développement de notre singularité. Au contraire, on serait plutôt en voie de devenir vraiment des moutons, quoi, de plus en plus nombreux. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que si on revient à ce que je disais tout à l'heure, évidemment, la réussite vue de la part d'une société n'est pas la même que celle vue à l'intérieur de soi. Donc, dans une société de consommation, ça va être celle de consommer un certain nombre de richesses, puis consommer le monde en général. Et d'un autre côté, eh bien, c'est peut-être plus intimement trouver le luxe en restant d'être soi, en étant relié au monde, et puis redonner du sens à des choses finalement très simples. Le fait de cultiver son jardin, de se sentir à sa place, de vivre à son rythme. Mais ça, je reviens sur le fait qu'il faut effectivement avoir du courage pour imposer ça dans ce flot, dans cette mouvance, dans cette exigence sociétale qui est la nôtre. Alors justement, Violaine, comment faire pour en sortir et retrouver son pouvoir d'agir? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Moi, je pense que c'est même une nécessité, mais c'est vrai que ça n'est pas simple. Encore une fois, ça demande du courage parce que être soi, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas, ça ne se copie pas non plus. Ça se conquiert, ça s'explore. Et ça nécessite de prendre du recul et puis de sortir des schémas, ce qui est toujours un tout petit peu douloureux. Donc, premièrement, prendre conscience de cette dualité dont j'ai parlé tout au début, comprendre aussi ces filtres. Ça, c'est super important. On ne voit pas tous de la même manière. Notre réalité ne ressemble pas aux 9 milliards de réalités qu'il y a dans le monde. Comprendre aussi ce qui se passe au niveau émotionnel, parce que ça nous permet de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes aussi. Il ne faut pas gérer ses émotions, je le redis à chaque fois que c'est possible. Il faut juste savoir qu'elles nous apportent des informations sur nous-mêmes, qu'elles sont très importantes pour mieux nous connaître. On peut aussi venir prendre le temps de rechercher sa raison d'être, de réfléchir sur son ikigai. Alors, c'est quelque chose que je sais faire. Voilà. Et voilà, reprendre aussi sa liberté. Quand je parle de courage, c'est vraiment reprendre sa liberté. Pour moi, être un humain, c'est faire l'expérience de qui on est intimement. Et pour moi, c'est la seule possibilité pour vraiment s'épanouir et s'accomplir en contribuant positivement au monde. Parce que je pense que dès lors qu'on est juste dans le faire plaisir ou dans le besoin de reconnaissance excessif et qu'on est quand on est un mouton, en fait on n'est pas du tout utile au monde. On est utile à partir du moment où on prend compte soi-même et que là on peut faire la différence en fait. Et je crois intimement que si on est tous si différents sur Terre, c'est bien qu'il y ait une raison. Donc, tout à fait. Sur toutes les pistes de réflexion et toutes les choses qu'il y a à faire pour essayer de retrouver et de renouer avec cette liberté. Et de pouvoir, du coup, agir. Vers qui on peut se tourner, Violaine, du coup, pour être accompagnée sur ce chemin, si on n'y arrive pas seul? Bon, évidemment, vers un psychologue, vers un coach. Voilà.
je pense que cette question, elle est tellement ontologique, elle est tellement forte, c'est presque une question philosophique aussi, qu'elle elle est vraiment au cœur des accompagnements de chacun de nous qui essayons d'accompagner voilà, vos auditeurs, enfin tes auditeurs sur le chemin. Voilà, après, trouver la bonne personne, ça c'est important pour cheminer au mieux, se sentir vraiment compris. Mais oui, pour moi, c'est vraiment la base et c'est vraiment important. Ce sentiment d'être piégé, encore une fois, je le retrouve très, très souvent. D'accord. Alors, on va regarder, Violaine, maintenant quand tu as répondu à toutes ces questions, voir s'il y avait d'autres questions sur retrouver son pouvoir d'agir. On a Julie qui nous dit qu'elle n'est pas alignée, elle est perdue malgré un bilan de compétences et elle y a également beaucoup réfléchi. Rien ne m'appelle. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Julie, aujourd'hui? Alors, le bilan de compétences, j'en fais. Hein. Je connais. Ça répond à un objectif, c'est de savoir faire un bilan sur quelles sont ses compétences pour savoir si elles peuvent être transférées dans un autre domaine. C'est effectivement pas du tout approprié quand on se pose des questions un peu plus existentielles et qu'on se sent perdu. Bien évidemment, le travail il est plus profond parce qu'il vient plutôt répondre à, encore une fois, qu'est-ce que je viens faire là quelle est du coup ma différence? Comment est-ce que je peux la faire valoir autrement? Donc voilà, il y a des stages que je propose qui vont en ce sens, mais encore une fois, Julie, voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi vous aider à travailler. Après, voilà, tout ce que vous avez fait, c'est déjà un super chemin. Le fait d'avoir quand même fait un travail sur vous avec la personne qui vous a accompagné, c'est déjà bien. Après, ce n'est pas suffisant pour prendre une décision et peut-être qu'il y a toute une partie plus intime qui n'est pas complètement sortie et ou peut-être que ça n'a pas duré aussi suffisamment longtemps pour que vous sentiez que enfin, oui, le chemin que vous alliez prendre, enfin, peut-être les trajectoires qui sont apparues après le bilan de compétences est suffisamment forte pour vous donner suffisamment confiance pour avancer. Donc peut-être qu'il faut continuer un petit peu à travailler dans ce sens-là. Pas tout remettre en question évidemment, mais c'est certainement pas suffisant. D'accord. Merci Violaine. J'espère que Julie, donc la réponse plu. N'hésite pas à jamais à commenter. Alors on a Ange aussi qui nous demande, est-ce que retourner à l'essentiel, ça nécessite un cheminement vers son enfant intérieur? Oui. Oui, d'une certaine manière, oui. D'ailleurs, quand je parle des émotions, je pense que ça parle aussi de cela. Je pense effectivement que l'enfant est peut-être moins encore trop influencé par la sphère sociale, donc il y a une forme de spontanéité, d'essence de qui on est, qui est vraiment là, et qui est parfois d'ailleurs beaucoup trop fortement jugé ou trop fortement domestiqué et c'est dommage. C'est dommage, oui, revenir vers. Alors voilà, après c'est. Mais oui, moi je pense qu'il faut revenir à une forme d'innocence en tout cas qu'on avait avant pour cheminer. Et après, on n'est pas des enfants. Il y a d'autres choses. C'est toujours le principe de réalité. Ensuite, c'est comment cette alchimie on la met en œuvre entre notre part d'enfance et aujourd'hui, voilà, payer ses impôts, etc., etc., etc. Mais oui, bien sûr, ça peut être un bon cheminement, bien sûr. D'accord. Merci Violaine. On a Rosie aussi qui dit, mon incapacité d'agir se transforme en paralysie. Dès que je décide d'agir, je ressens une grosse fatigue. Que faire? Oui, il faudrait comprendre cette incapacité d'agir. Qu'est-ce qui la motive? Pourquoi? Comment? Oui, là, il faudrait prendre le temps de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui fait blocage, en fait. Il y a des blocs, il y a des raisons de ne pas agir qui sont bonnes, et puis il y en a d'autres qui, si elles nous font trop souffrir, l'idée, c'est de à nouveau oser devenir explorateur. Ça touche aussi à toujours cette même question de l'échec, du perfectionnisme et toutes ces choses-là. C'est-à-dire, voilà, allez-y. Quoi qu'il arrive,
on aura une réponse intéressante, même si elle n'est pas celle qu'on attendait. Ce sera toujours une expérience. Au moins, on ne sera pas resté sans rien faire. Très, voilà, ça peut être ça. Le perfectionnisme ou la peur de l'échec peuvent être des éléments qui font qu'on n'arrive pas à bouger. D'accord, bien sûr. J'en sais pas plus, donc voilà, je ne peux qu'émettre des hypothèses là-dessus. Bien sûr, il y a Julie qui te répond. Tout à l'heure, elle a posé une question, elle te remercie. Et elle a dit, en effet, le bilan, il m'a aidé à faire le point, mais les métiers possibles ne me parlent pas. Oui. J'ai une crise de sens, oui, et c'est compliqué. Oui. Moi, quand je travaille pas sur les métiers. Je trouve qu'on fantasme les métiers. Moi, ça ne m'a pas du tout aidé quand j'étais pas bien. J'ai mis vraiment, et du coup, maintenant, quand j'accompagne, je mets vraiment de côté les métiers. Ce qui m'intéresse, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde en me connaissant, en connaissant qui je suis et comment est-ce que je peux faire la différence. Et après, ça prend la forme d'un métier qui est connu ou qui n'est pas connu. Moi, quand je me suis lancée, je disais, moi, je veux répondre à la quête de sens des gens au niveau professionnel. Et les gens me disaient, non, mais t'es gentille, Violaine, mais c'est pas un job, quoi. No way, quoi. En plus, j'étais une ancienne avocate. Je me disais, mais voilà, elle a complètement dévissé, quoi. Et en fait, si, c'est important. Et quand des personnes arrivent et que je ressens qu'elles ont vécu un harcèlement, qu'elles sont vraiment pas bien, heureusement en plus que j'ai des outils juridiques pour leur dire, écoutez, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher, vous allez téléphoner à votre médecin, vous allez vous faire arrêter, et en fait, ce que je suis peut faire un métier. C'est-à-dire que, alors, je ne dis pas que c'est facile. C'est beaucoup plus facile, évidemment, quand on est entrepreneur. Mais foncièrement, Julie, moi, les métiers qu'on me proposait, ouais, bon, mais en fait, il aurait fallu que ça dure 6 mois, 1 an, le temps que je passe le tour, que je comprenne. Et puis après, ça ne m'intéressait pas plus que ça. En faisant ce que je fais, et en ayant la possibilité de nourrir ma curiosité, toujours d'avancer, créer moi-même ma manière d'accompagner, eh bien en fait, je m'ennuie jamais en fait. C'est toujours j'ai toujours la même motivation. Donc, comme j'accompagne beaucoup de personnes qui sont comme moi, eh bien, mon envie, c'est surtout pas d'essayer absolument de les mettre dans une petite case, de les sortir de leur case pour les mettre dans une petite case. Ça répond pas du tout à qui je suis singulièrement. Ça répond à comment est-ce que la société veut m'utiliser pour que je sois utile à ce fonctionnement, pas le mien. Or, je pense sincèrement qu'il est possible de trouver un lien entre les deux, d'être à la fois se sentir utile et bien soi-même, et tout en se sentant utile au sein de la société dans laquelle on est. Merci Violaine d'avoir expliqué aussi ton parcours. Des fois, je pense que ça peut aider des gens. Totalement. On a Sherazade qui rebondit sur un sujet qu'on avait déjà traité auparavant ensemble, Violaine. Sherazade qui nous dit, perso, je ne sais pas si cela a un rapport, mais on me dit que être multipotentiel n'aide pas là-dedans, en fait. Ça ne l'aide pas. Bien sûr. Mais c'est effectivement un sujet qu'on a traité. Je pense que je suis venue ici en parler. Oui. C'est beaucoup plus difficile. Quand les multipotentiels, je les mets un peu dans la sphère quand même hypersensible, HP, etc. Même si ça se recoupe pas forcément, mais bien sûr. C'est-à-dire que quand on a 10 minutes à la seconde et un cerveau fait un popcorn, passer à l'action, c'est compliqué parce qu'on se dit demain, si c'est pour revenir sur ce que j'ai dit, si c'est pas sérieux. Donc là, ça nécessite de vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans son cerveau, et puis savoir qu'on a besoin d'un grand terrain de jeu pour s'épanouir, surtout pas être mis dans une mission qui serait beaucoup trop terre à terre ou beaucoup trop précise et qui ne permettrait pas d'aller explorer d'autres domaines, ou de travailler dans 2 domaines ou 3 domaines différents, à la frontière de plusieurs domaines différents, pour satisfaire en fait toutes ces potentialités. Mais oui, bien sûr, c'est évidemment toujours plus compliqué que le multipote. Ouais, complètement. Merci Violaine. On va faire une dernière question. J'ai vu la question de Laure passer. Laure qui nous dit, bonjour, merci pour le live. Mon compagnon a peur de revivre à 2, de retravailler. Du coup, il abandonne tout et il s'auto-sabote dans le déni de ses traumas alors qu'on en a parlé. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Laure, pour son compagnon? Déjà, on ne peut pas agir pour lui. C'est toujours compliqué, même si je comprends vraiment la douleur, et c'est compliqué. De l'extérieur, on voit le chemin, on voit ce qu'il y a à faire, mais
effectivement, on ne peut pas changer l'autre. Effectivement, voilà, votre compagnon, il a vécu des choses qui sont compliquées, donc pour lui, se remettre en route, il y a pour le coup un certain nombre certainement de blocages. Là, pour le coup, s'il y avait une possibilité si le conseil est possible auprès de lui, mais tout ce qui est, moi je trouve, je travaille beaucoup en duo avec une personne qui fait deux personnes d'ailleurs qui font de l'EMDR, je trouve que peut éventuellement être une source aussi parce que ça fait pas forcément psy, donc ça fait peut-être un peu moins peur et que voilà, quand on a vécu une chose difficile comme la maladie, si j'ai bien compris, il est assez entendable que la difficulté à agir soit plus difficile. En fait, tout à coup, on se sent trahi par son corps qui s'est mis à fonctionner de manière folle et cette confiance-là, elle est pas facile à retrouver. C'est vraiment spécifique. Là, quand il y a une maladie, on va dire qu'il y a quand même une sacrée couche complémentaire, en tout cas en termes de résilience. Donc, je comprends que ce soit très compliqué et en même temps, ce sera son chemin et ce sera son rythme. Et peut-être que des personnes un peu spécialisées sur quelque chose, sur le trauma, ça peut être une entrée. Voilà ce que je dirais à ce stade-là. D'accord. Merci Violaine d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Il y en a d'autres bien évidemment, mais n'hésitez pas à les poser directement à Violaine. Elle vous répondra avec grand plaisir. Ton Instagram, Violaine, c'est Cap sur Ikigai. Je crois pas qu'il y ait tiré à un moment donné. Je me trompe pas, si? Non. Je peux pas te le dire. Je pense que c'est tout attaché, oui, je pense. Oui, je crois que c'est Cap sur Ikigai. Donc voilà. Il y a des tirets, oui, je pense que... Voilà. Bon, n'hésitez pas. Donc, vous allez sur le compte Instagram Capture Ikigai et c'est Violaine qui tient ce compte. Donc, elle vous répondra avec plaisir. Mais de toute façon, le compte, je le mentionne également quand je publie la vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci Violaine pour ta présence aujourd'hui. Je sais pas si tu avais un message à faire passer avant d'en finir, soit un message sur ton cabinet, soit directement un message global sur notre thème du jour, donc pour retrouver son pouvoir d'agir. Moi, je peux juste signaler le fait que toutes ces réflexions, je les ai nourries en travaillant sur un stage que je propose. Donc voilà, là, pour le coup, il ne se fait pas en ligne. C'est l'idée de venir sur le bassin d'Arcachon, de se donner une semaine pour réfléchir de manière calme, de manière déconnectée de voilà ce qu'on vient faire ici, comment ça se passe si on reprend sa liberté, pourquoi c'est compliqué, et repartir avec l'envie d'être plus aligné avec qui on est et de pouvoir bouger les lignes si c'est nécessaire. D'accord, génial. Merci Violaine. Je te souhaite une très belle journée. Je te laisse quitter ce live avec la petite croix qui est juste au-dessus de toi. Et merci encore aujourd'hui pour ta présence. Belle fin de journée. Merci à Violaine Capet pour ce live. Donc, sur retrouver son pouvoir d'agir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo sur notre page Instagram. Je le rappelle. Oui, le lien de Violaine sera écrit en description de la vidéo et le lien sera cliquable. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous. N'hésitez pas. Ici, aucun lien n'est cliquable ici. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. On a fait 2 lives cette semaine, donc j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on a un live et ce sera le mercredi puisque je suis en voyage pour le travail le mardi. Donc exceptionnellement, ce sera le mercredi. Voilà. On se retrouve mercredi prochain donc pour un nouveau live. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine à tous. Profitez-en, profitez de votre week-end et reposez-vous. Belle fin de journée. Merci.